Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo et surtout pour une occasion unique, comme dans les multiverses de Marvel, de pouvoir parler aussi à un Captain. Aujourd'hui, c'est un Captain qui parle à un Captain, puisque je reçois Captain Morpheus de la chaîne Geekology. Comment ça va avec mon Captain? Joe Captain, ouais, un Captain, un autre Captain. Eh bien, écoute, ouais, ben, très content de faire cette émission avec toi, très content du sujet. Vraiment le top top. On va passer un bon moment et merci de m'avoir invité Ah bah, c'est avec plaisir. pour parler Ça, de Superman. c'est avec plaisir parce que je suis abonné à ta chaîne évidemment, et une chaîne qui a pour bien des aspects est vraiment enthousiasmante. Tu as réuni une communauté de fans hardcore que je respecte énormément autour de toi. J'en apprends beaucoup puisque j'ai des lacunes en termes de culture comics, alors Ouais. que je suis très attiré par le comics, tu vois, beaucoup plus que par le manga, par exemple. J'ai toujours eu cette attirance pour le comics, mais j'ai des manques culturels que je suis en train de combler au fur et à mesure des écoutes de ton émission et de ta communauté, donc je te remercie pour ça. Et ben, j'avais cette idée, qui traînait depuis un moment sur ce comics précisément, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de ce comics si iconique et quelque part si méconnu, Exact. C'est un truc de fou. qui est Superman versus Muhammad Ali, que vous voyez ici. Vous voyez notre décor et aussi la jaquette originale de ce comics. Et c'est évidemment un comics, moi en étant un fou de boxe, c'est un comics que j'ai toujours cherché, tu sais, dans les magasins de comics. Et je suis toujours allé voir, et à chaque fois je rentrais dans un magasin de comics, quand je demandais quelque chose, c'était celui-là. Et donc j'ai compris la rareté que c'était devenu, la grande rareté que c'était devenu. J'avais pas compris ça, tu sais, au départ, quand j'avais découvert, quand j'ai eu vent et connaissance de ce comics, j'avais pas compris qu'il était aussi rare. Et j'ai fait des petits magasins de comics ici ou là sur le continent, je ne l'ai jamais trouvé dans un magasin de comics. Alors, celui-là, on a la chance d'avoir un spécialiste de comics avec nous, avec toi, Captain. Et surtout de Superman, en plus. Oui, effectivement. Et toi, tu as cette chance incroyable d'avoir en ta possession ce comics. Alors, je vais aller plus loin, je l'ai en français. C'est-à-dire que j'avais la version américaine, mais quand je vivais au Canada, mais quand j'irai déménager en France, j'ai laissé beaucoup de trésors quand je suis revenu de Montréal, laissé beaucoup de trésors là-bas, et peut-être j'aurai moyen de les récupérer un jour. Mais c'est vrai que j'avais sur ce comics-là en particulier, je n'avais qu'une version anglophone et qui était à mon père. Donc tu vois, ça remontait, et effectivement, c'est comme tu l'as très bien introduit, c'est un comics qui fait partie de la culture des comics de Superman, mais vraiment à un point comme Superman versus Spider-Man, par exemple, qui est un crossover entre Marvel et DC, mais qui est beaucoup tombé dans l'oubli. Moi, je comprends pas trop, parce que c'est vraiment... Alors, bien évidemment, c'est une histoire un peu Elseworld, comme on dit. On est sur une histoire, voilà, un peu what if. Tu vois, est-ce que si Mohamed Ali vivait dans l'univers d'ici, comment ça se passerait? On est sur une histoire, voilà, qui... On va en parler pendant l'émission, mais c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, il est tombé dans l'oubli. D'ailleurs, les rééditions, c'est-à-dire que c'est un comics qui est sorti en 78. Je suis né en 78, tu vois. Donc c'est un comics qui est sorti donc à ma naissance, quoi, et qui est tombé dans l'oubli. Ils ont refait des rééditions à partir de 2009. Moi, je trouve ça que t'en trouvais pas, quoi. Tu vois, t'en retrouvais pas, parce que courant 2009-2010, c'est là qu'ils ont commencé à en rééditer. Et là, bien évidemment, les collectionneurs se l'arrachaient. Par exemple, tu connais Samir de Microciné? Oui. Il en a vu un dans une brocante. Si tu veux, tu vas tomber sur ce comics-là, mais vraiment par chance, parce qu'un collectionneur ou un gars qui sait pas la valeur que ça a vraiment, le gars, je crois qu'il vendait 50 €. Tu vois, J'espère qu'il a pris, Samir. Hein. J'espère qu'il a pris. Non, même pas. Il a même pas pris. Je pense.
Samir, je vais t'appeler après. Un truc de fou. Il me dit Morpheus, j'ai vu dans une brocante là, dans une vitrine, il y avait Superman versus Muhammad Ali. J'ai dit j'espère que tu l'as pris. Bon, moi j'ai de la chance de pouvoir me faire une copie collector. Enfin, j'ai une copie collector que je vais vous montrer tout à l'heure et qui est vraiment incroyable. Il y a ce comics, il a plusieurs histoires. Hein. C'est disons que déjà on est sur le personnage Mohamed Ali, donc grand boxeur que mon père, même après qu'il s'est fait rebaptiser Mohamed Ali, continuait d'appeler Cassius Clay. Justement, il y avait ce côté-là aussi, essayer de redorer un petit peu son blason américain. Hein, Mohamed Ali avait ce besoin-là, on va en parler. Mais c'est vrai que ça rencontre deux choses dans lesquelles j'ai grandi. Moi, j'ai grandi avec un papa qui faisait de la boxe, qui était boxeur, pas professionnel, mais qui adorait ça, disons, et Superman. Donc, c'est vrai, comme tu l'as dit, donc c'est un comics qui avait une certaine rareté, qui est sorti en 78 et qui, pour moi, est une des pièces, on va dire, des petits bijoux qu'il y a dans toute la collection Superman. Voilà. Donc c'est vraiment pas rien, effectivement. Rajoutons que depuis 2009, il y a eu des ressorties, mais de luxe, si je puis dire, public de niche, voilà, vraiment avec très cartonné, enfin bref, avec un emballage, enfin l'objet est vraiment magnifique, mais on n'est plus dans le comics ordinaire, hein. On est vraiment dans quelque chose de très très luxueux, mais qui reste difficile à trouver même dans ces rééditions de luxe. Ce qui fait que je ne le possède toujours pas. Et donc, j'ai été très intrigué parce que toi, tu connais l'histoire, tu sais le placer dans tout ce... Comment dire, toute cette historique comics. Cette chronologie, oui. Cette chronologie, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais au Canada et tout, j'étais très actif sur le site Superman Homepage, qui avait à l'époque un forum. D'ailleurs, j'espère que Steve Younis, le patron de Superman Homepage, va répondre favorablement. On se connaît depuis très longtemps. Va répondre favorablement au documentaire sur Superman que je suis en train de faire. Mais je sais qu'il est très occupé, puis il est en Australie, donc entre le décalage horaire et être occupé, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un gros forum, on discutait beaucoup. On était quelques-uns à archiver tous les comics de l'âge d'or jusqu'à l'âge moderne. Donc, je peux te garantir que j'ai vu défiler sur des liseuses des comics. J'en ai mangé, moi qui suis passionné, surtout la période Curt Swan, tu vois, toute la période du Silver Age, ce qu'on appelle, il y a plusieurs périodes dans le comics. Et là, on est sur la période qui est juste après. Hein, après le Silver Age, là, on est 78. On est la période où, justement, on est entre deux. Tu vois, on est entre les deux crises d'ici. On est dans la période du film de Christopher Reeves qui vient juste de sortir en 78. Il faut replacer les choses dans le contexte. Donc là, on a un Superman qui est dessiné par Neil Adams, qui est un dessinateur d'ailleurs qui est au Hall of Fame des dessinateurs. Je crois qu'il a même le prix de Jack Kirby, je suis pas sûr que ce soit lui. Et surtout le scénariste Dennis O'Neil, qui lui était plus connu pour ses histoires sur Green Lantern et sur Green Arrow, par exemple. Et justement, donc ils ont été contactés pour faire moi, je dis c'est un petit bijou. Alors l'histoire est pas faux folle. Hein. En revanche, en termes de dessin, j'adore la patte Neil Adams. Parce qu'il justement il fait la transition entre Curt Swan, qui est dessinateur un peu années 60, fin des années 60, début des années 70, où on est un peu, j'appelle ça les dessins Ma sorcière bien aimée, tu sais, ça fait... D'accord. Tu vois, ça fait un petit peu... des rondeurs, des voilà, corps. exactement. Et après, ce qui va être la révolution de John Byrne, qui lui va amener, qui va rebooter la franchise Superman avec Man of Steel, et qui est plus le Superman avec lequel moi j'ai grandi, celui de John Byrne. Mais en tout cas, c'est vrai que on peut dire que c'est un petit graphic novel, c'est une histoire sortie du contexte, voilà, mais qui est quand même hyper fun. Dans le sens où dans les années fin des années 70, début des années 80, ce genre d'histoire, les gens en étaient férus parce que surtout ça montre un côté de Superman qui est un peu méconnu du grand public. C'est ce côté un peu ambassadeur galactique, si tu veux, ambassadeur. Voilà. C'est un alien avant tout, mais qui a été adopté par la Terre. Donc, on en parlera quand on va parler un petit peu de l'histoire du comics. Mais voilà. Et donc, le comics est connu pour ça, mais il est aussi connu pour sa couverture qu'on a derrière nous. Et cette couverture, elle est quand même incroyable parce que ce qui se passe, si vous regardez dans le public, ce ne sont que des gens connus.
Donc, tu peux jouer à Où est Charlie? Exactement. Je vois en haut à gauche, là-bas, il y a les Jackson 5. Voilà. Il y a Mick Jagger, il y a le frère de, comment il s'appelle, Kennedy en bas. Il y a Jimmy Carter. On voit la tête de Batman. La tête de Batman. Exactement. Il y a Liberace aussi, je crois. Il y a Jim Brown, le joueur de football américain. Exactement. Il y a énormément de gens, quoi. Énormément. Apparemment, il y a Andy Warhol aussi qui est quelque part. Je l'ai pas trouvé, mais il est quelque part. Il y a Mick Jagger aussi. Il y a, enfin, voilà. Il y a vraiment énormément de stars parce que tout le monde voulait participer à ce truc. C'était quelque chose d'incroyable à l'époque. Et c'est vrai que quand Neil Adams a eu cette idée, parce qu'au départ, c'était juste un public et la couverture était en noir et blanc. Et là, ils ont dit non, on fait pas un truc en noir et blanc, on fait un truc tout en couleur. Donc, Neil Adams a récupéré la couverture et il a eu l'idée d'intégrer toutes les vedettes d'Hollywood et tout ça. Donc, c'est vraiment très, on va dire, pop culture de cette époque et surtout très représentatif de l'Amérique de cette époque où on n'hésitait pas à montrer la gloire de l'Amérique, de l'entertainment et tout ça, quoi. Mais idée, comme tu le dis, je remonte, idée géniale. Est-ce que donc ça paraît au printemps 78, alors que bon, j'ai fait mes recherches sur l'objet évidemment. Tu me diras si je me trompe, hein, si je me suis. Alors que au début prévoyait de faire ça pour l'hiver 77, ça a été reporté de quelques mois et sportivement et tout ça, ça a une certaine, comment dire, une certaine, c'est plus que de l'ordre de l'anecdote, mais c'est une certaine implication, on en parlera après. Et est-ce que ça, est-ce que tu confirmes que ça a été quand même dans le milieu pop culturel, tu sais, dans le milieu pop, est-ce que ça a été un succès au moment de sa sortie? Ben oui, parce que là, tu as deux des plus grands personnages, on va dire, de la culture américaine. Tu as The Greatest, tu as l'un des plus grands boxeurs qui a jamais existé, et en face, tu as Superman. Donc après, c'est en plus la façon dont la narration, l'histoire à ce moment-là est quand même incroyable. Tu vois, on a l'effet inverse avec Rocky, qui est l'un des 5 plus grands sportifs. Enfin, c'est un des sportifs les plus aimés aux États-Unis alors qu'il est fictif. Tu vois, et là, on a un personnage qui est un grand sportif et qui vient s'intégrer dans quelque chose de fictif. Et surtout, ils n'ont pas trahi le personnage. C'est-à-dire que la façon dont ils parlent, la façon dont ils ont vraiment dépeint, ils l'ont pas cartoonisé. C'est vraiment Mohamed Ali. Donc ça c'est vraiment intéressant dans l'histoire. Et c'est vrai que bon, à cette époque-là, bon, tu sais, la guerre du Vietnam, tous ces trucs-là, il y avait plein de choses et je pense que les gens, ils avaient une mauvaise image de Mohamed Ali à cause de ça, à cause du fait que bon, déjà il s'était converti musulman, après il n'a pas voulu s'engager, après il fallait un peu redorer son image et rien de tel que de se battre contre Superman. Mais on va voir pourquoi ils se battent pas pour rien, hein. Ils se battent pas pour rien. Alors moi, j'ai peut-être là, on aura un débat entre nous parce que j'ai une autre interprétation justement de, si on peut dire politique, de ce moment-là, c'est-à-dire par rapport aux comics. Mais peut-être commençons par parler de l'histoire, si tu veux bien, du scénario, puisque je pense que c'est avant même les dessinateurs, la genèse vient du scénario, vient du scénariste. Et un scénario que tu me disais, toi, qui est un gros lecteur de comics, qui a une énorme culture, que tu trouves un scénario bien mais ordinaire. Et alors que moi, j'ai lu le synopsis, encore une fois pour mes recherches, et j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant parce que j'y voyais beaucoup de métaphores. Ah oui, il y en a énormément, on va en parler. Quand je te dis ordinaire, c'est la façon dont il serait articulé pour un lecteur de comics d'aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même fou. C'était quand même fou parce que voilà, et c'est le genre d'histoire que les gens aimaient parce que voilà, on commençait à avoir beaucoup de space opéra au cinéma aussi. Donc là, on est comme je te disais tout à l'heure, on est dans une dimension de Superman. On est aussi dans une dimension, alors si tu veux aller sur le terrain politique, mais même sur le côté racisme et compagnie, il y a plein de choses qui sont mises en avant là-dessus parce que c'est vrai que on a deux représentants de la Terre
qui vont devoir représenter la Terre pour quelque chose. On va en parler. Mais c'est vrai que oui, il y a certaines métaphores qui sont visibles. Dis-moi lesquelles tu as vues et je te dirai. Alors, bon, je vais commencer à expliquer. Toi, pour tout ce qui est des détails, tu compléteras les détails, les noms, etc. Donc, c'est un leader, un chef alien qui target, qui cible la Terre et qui propose, c'est-à-dire aux Terriens, qui propose un combat entre le meilleur des guerriers, si on peut dire, sur Terre, face à son homme, face au meilleur des guerriers face à son guerrier, qui a un nom aussi précis, qui a son importance dans l'histoire. Et donc, il faut monter ça. Donc, il demande à la Terre de trouver leur meilleur guerrier pour affronter ça. Sinon, il détruira la Terre, il la prendra, il se mettra en esclavage, etc. etc. Que c'est une race extraterrestre qui est énormément férue de combats, de trucs de gladiateurs, d'arènes. Ça fait penser un peu, tu sais, dans le film que coucou Comics Guardian, il va pas apprécier que voilà, le film de Waititi justement, Thor Ragnarok, où voilà, il y avait des arènes, des combats entre différentes races extraterrestres et ce genre de choses. C'est une race, les Scrubs, voilà, qui vont conquérir les mondes, mais pour conquérir les mondes, c'est sport en fait. Il y a un côté sport. Ouais, c'est un côté, voilà. Voilà, il y a un petit côté sport où on te laisse la chance de t'en sortir si ton champion est capable de battre mon champion. En gros, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et donc sur Terre, c'est la panique. On essaie et finalement Superman, si je me trompe pas, prend les devants. Mais comme il faut être au sport, il y a Mohamed Ali qui dit c'est moi the greatest. Et donc, il faut savoir dans l'histoire, excuse-moi de te couper, vas-y. C'est des petits moments clés. Déjà, on a une version de Clark Kent et de Lois Lane ils sont plus au Daily Planet, ils travaillent à la télé. D'accord. WGBS, en fait, la télé où ils travaillent. Donc, on est dans la version où ils ont une caméra et tout ça. Donc, ils vont filmer Mohamed Ali en train de s'entraîner. Et c'est là que les Scrubs arrivent et voilà. Et en fait, à ce moment-là, ils disent on a besoin de votre plus grand champion pour se battre contre notre champion. Et donc, Superman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est bien gentil, hein, Mohamed Ali, mais bon, c'est moi, je suis Superman. Le souci, c'est que l'endroit où ils vont se battre, le soleil est rouge. Et donc, du coup, Superman n'aura pas de pouvoir. Voilà. Il va se battre. Donc, il demande à Mohamed Ali de l'entraîner. Et ils se disent il faut bien choisir entre l'un de nous qui va se fighter, quoi. Et Superman se rend compte que la boxe, c'est pas juste mettre des coups de poing. Et ça, c'est intéressant, quoi. Ce qui est quand même super intéressant intéressant de dire ça. Oui, parce qu'on voit le côté technique, parce que ça montre. En fait, on introduit l'idée pour le grand public de la sweet science, c'est-à-dire que la boxe, c'est justement pas de la bagarre, c'est ce qu'on appelle la sweet science, une technique, un langage particulier. Et c'est encore une métaphore là, très claire. Autre métaphore que j'ai loupée au départ, c'est que le chef alien qui propose Ratlar, je pense que c'est une métaphore claire du promoteur de boxe. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, c'est le gars véreux un peu. Le gars qui monte à un combat de boxe. Donc vraiment, voilà quoi. Peut-être que déjà on avait dans le viseur le promoteur. Oui. Voilà. Donc voilà, on continue donc l'histoire. Ouais, donc en fait, ils doivent les se battre. Alors ils vont dire pour vous départager, vous allez ce qui faire fait que c'est Mohamed. Enfin, si je me trompe pas, c'est Mohamed Ali qui, à l'air régulière, met la plus grosse rousse à Superman dans certains comics, quoi, parce qu'il il est humanisé là, il a plus ses pouvoirs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ils vont devoir se battre comme une genre de demi-finale pour déterminer who's the greatest. Tu vois, ça c'est le truc de Mohamed Ali. Il veut être the greatest, qui c'est le meilleur de nous deux en fait. Et donc du coup, ils vont dans la forteresse de solitude de Superman, où Superman a la possibilité d'avoir des rayons rouges qui lui enlèvent ses pouvoirs. Et donc Superman demande à Mohamed Ali, retiens pas tes coups, vas-y, voilà. Et puis Mohamed Ali colle une droite à Superman, et Superman il est sonné, il est par terre, il comprend pas ce qui se passe, et il dit désolé, tu m'as dit de pas retenir mes coups. Et Superman lui dit non, mais c'est là-bas, j'aurai pas de mes pouvoirs, donc il faut que je m'entraîne en conditions normales. Et là il dit
il a cette phrase justement. Il dit, bah, je me rends compte que la boxe, c'est pas juste donner des coups de poing. Et Mohamed Ali, il explique tout ça. Bon, il y a une petite historique de la boxe. Et donc, bon, il s'entraîne quand même parce qu'il faudra faire le combat. Ce qui est bien là-dessus, moi, ce que j'adore, c'est que ça montre aussi un côté de Superman. Je sais que les fans, les fans, je les appelle les fans gnangnan un petit peu. Ouais, je suis un peu taquin avec eux. Et les fans gnangnan, ils n'arrivent pas à admettre que, effectivement, si Superman n'a pas de pouvoir, bah, il prendrait une rousse contre un combattant, ou même contre un Batman, qui lui sait se battre, qui lui est un ninja, tu vois. Et c'est toujours été ce truc-là, c'est que Superman, c'est ses pouvoirs qui lui suffisent. Il t'envoie une droite, bon, bah, tu vas dans le mur, fin du débat. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir une technique de coup de poing ou d'avoir des techniques de combat plus que ça pour pouvoir se battre. C'est ses pouvoirs qui font. Donc, il faut accepter ça. Et c'est vrai que ce comics a été l'un des premiers à mettre ça en avant. C'était important parce qu'il fallait aussi mettre la boxe et Mohamed Ali en avant. Mais c'est vrai que ça, c'est un moment clé du comics où vraiment Superman se rend compte que, donc, quand même, bon, il s'entraîne. Superman, c'est encore le Superman un peu cheaté de l'époque. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de Superman, mais dans la version Silver Age de Superman, il est très intelligent. Il est extrêmement scientifique. Il apprend des livres en 2 minutes. Tu vois, c'est le gars hyper smart. Tu vois, c'est pas Henri Cavill, là, beau gosse, non. C'est le gars hyper intelligent, donc qui apprend super vite. Et donc, du coup, il apprend la boxe, un peu comme Neo qui apprend le kung-fu avec la matrice. Oui. Il apprend très vite quand même, sauf que malgré ça, sans pouvoir, quand aura lieu le combat, donc la fameuse demi-finale, donc dans l'espace, c'est une demi-finale qui est retranscrite, qui est rediffusée. Intergalactique, c'est ça. Intergalactiquement, c'est toute la galaxie qui assiste à ce combat pour voir qui est le plus grand combattant de la Terre. Et Superman prend une volée magistrale, il finit la tête en 3 épisodes. D'ailleurs, Mohamed Ali arrête le combat. Il est sur un brancard, d'ailleurs. Oui, Mohamed Ali arrête le combat. Il dit non, je continue pas. Je ne vais pas humilier Superman plus loin. Il demande le chaos technique. Et effectivement, l'arbitre extraterrestre accorde le chaos technique. Et donc, du coup, Superman part sur une civière. Voilà. Et c'est donc Mohamed Ali qui est donc l'individu qui va aller défendre l'humanité tout entière face aux boxeurs, si on peut dire, de la race alien. Je crois que c'est Unia ou Unai, si je me rappelle bien, du boxeur, un truc comme ça. En fait, tu sais, quand tu m'as proposé l'émission, je me suis replongé dans c'est pas que je le connais par cœur, mais je l'avais tellement lu, juste en ouvrant les pages. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, mais juste en ouvrant les pages, j'ai l'histoire qui me revenait dans la tête. Et donc, voilà. Et en dernière partie de ce comics, pour vous donner le synopsis, c'est que Mohamed Ali va aller faire ce combat, un combat acharné, dur, âpre, âpre, mais où il est là. Il galère un peu au début. Il galère. À la mesure de son ennemi, il éclate, quoi. Et bizarrement, ça me fait penser à un combat de Rumble in the Jungle entre Mohamed Ali et Foreman qui avait eu lieu un peu moins de 4 ans auparavant. Voilà, donc tu sens que le scénario du combat, tu sens qu'ils sont allés le chercher. Voilà, et ça avait tellement marqué les esprits à l'époque qu'en fait, c'était encore dans l'esprit de tout le monde et certainement du scénariste et des dessinateurs. Mais il y a toujours cette association avec le héros Superman, puisque Superman en profite alors je sais pas si c'est le vaisseau des aliens, etc., pendant que le combat a lieu, pour que Superman lui fasse, c'est-à-dire aille démanteler la possible attaque alien sur la Terre pour pas qu'elle n'ait lieu. Parce qu'ils sentent qu'il va y avoir ce qu'on appelle un double cross, tu vois. Exactement. Bah oui, puisque si c'est l'image d'un promoteur de boxe, il va forcément vous fourrer quelque part. Non, tu as bien chopé la métaphore du gars qui va, comme ils disent au Québec, c'est un crosseur. C'est un crosseur, ouais. C'est un crosseur. Et donc voilà. Et en plus, ce qui est fou, c'est que Superman se déguise en Drew Brown, enfin Drew Bodini Brown, qui était l'entraîneur. Exactement. Ça, c'est énorme. Voilà, regarde, je t'ai mis la photo de Bundini,
qui était un peu le hyper avant l'heure, le motivational master, voilà. Il a même écrit des livres et il était très connu parce que toutes les grosses punchlines énormissimes de Mohamed Ali sont dites souvent avec Bundini, tu sais, comme Flag Like a Bee et des choses comme ça. Et donc, c'est génial parce que vraiment, c'est pas que Mohamed Ali qui rentre pleinement dans le comics, mais c'est aussi son entourage, c'est l'univers Ali. L'univers, mais même, on parlait de Don King, mais il est dans le public. Il est dedans, il est dans le public, tout à fait. Il est dans le public. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores et je pense qu'ils ont voulu mettre en avant un peu aussi le monde de la boxe, mais avec cette métaphore alien, extraterrestre. Ils ont voulu mettre en avant aussi le côté héroïque de Mohamed Ali, quoi qu'il arrive. Il fallait en faire un héros. Et voilà. Et puis, tu sais, on a un peu cette métaphore en ce moment aussi, enfin, cette métaphore, cette confrontation. Il y a Dwayne Johnson qui a pris le rôle de Black Adam dans le prochain film d'ici, et il se dit il faut que je me frite avec Superman. Donc Superman reste quand même la référence de l'être suprême à affronter pour pouvoir être considéré à un moment donné. Donc il y avait tout ça, il y a une espèce de panthéon des guerriers, si tu veux, qui est en train de se mettre en place. Et ce comics, si tu veux, on est en plein là-dedans. C'est quel est le guerrier le plus fort de la galaxie? Et puis t'imagines, c'est Mohamed Ali à la fin. Donc c'est ça qui est bien. Et puis les gens peuvent les gens peuvent s'identifier à un être humain du coup. Alors que Superman, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est aussi mettre Ali au firmament. Enfin, je trouve qu'il y a un geste politique, on en parlera plus tard, dans ce comics. Et donc finalement, pour finir ce synopsis, le chef se rend compte de la stratégie d'Ali et de Superman pour sauver l'humanité, et donc il décide d'une attaque, mais qui va heureusement être sabotée par la personne qui est au-dessus, c'est-à-dire qui dit non, moi je conquiers pas les mondes comme ça. Il y a quand même une espèce de code d'honneur et le double cross va être arrêté. C'est pour ça que je dis que le scénario à un moment donné. Moi j'avais cru comprendre que c'était en fait finalement celui qui se battait contre Mohamed Ali, c'est le guerrier des aliens, qui se retourne contre son chef, qui dit nous c'est pas notre mentalité, on fait pas comme ça. Non, nous on est des guerriers. Et il devient le chef. C'est l'honneur, voilà. Et lui il prend la possession. Et c'est pour ça que dans ma tête c'était celui de-dessus, c'est parce qu'il devient celui qui est au-dessus à la fin. Et surtout que les scrubs, ils vont être réutilisés dans des intrigues de Flash après et plus tard. Et c'est intéressant de voir comme ils auraient pu vraiment créer toute une lignée d'histoire avec ces personnages, justement, ces combats, ces trucs-là, et ça s'est arrêté bizarrement. Il y a eu des tentatives de temps en temps, mais il y avait quelque chose à faire. Je pense que Superman contre Mohamed Ali aurait pu avoir des petits frères, tu vois, des délires comme ça. Il y a un truc qui était prévu avec Michael Jordan, je me rappelle, mais ça s'est pas fait, et puis voilà, quoi. Et d'ailleurs, ils avaient singé cette fameuse couverture magnifique. Et je crois que c'était ESPN qui avait repris cette couverture, mais au lieu que ça soit Mohamed Ali, il y avait Michael Jordan. Oui, mais mais en fait, ça avait été singé, ça avait donné une idée derrière d'avoir ces combats. Bon, voilà. Mais je pense qu'à notre époque, maintenant, ça serait vu de façon. Mais dans les années 80, les gamins qui voyaient Mohamed Ali contre Superman, c'était quelque chose. Aujourd'hui, voilà, toi, tu vas mettre qui devant Superman, quoi? Tony Yoka? Non. C'est le Superman d'aujourd'hui, si tu veux. Je te laisse libre de tes paroles, hein, tu sais. Moi, j'ai pas peur de toi, Tony. Fais gaffe, Tony Yoka. Je sais que tu as des. Pour une fois que ça vient pas de moi, écoute, je suis presque soulagé, tu sais. Non, mais c'est ça, quoi. Tu te dis, non, mais. Monsieur Tony, on a vu que vos combats truqués, là, on les a vus, on a compris. Hein,
Donc, donc voilà, non, mais c'est blague à part. Ouais. Mais de toute façon, on sait bien que dans la promotion de boxe, il y a toujours des matchs spectacles. Voilà, c'est pas hein, le mismatch fait partie intégrante de la culture boxe, tout à fait. Et ça fait partie du spectacle, tu vois. Voilà. Ça fait longtemps que même les catcheurs, ils font plus du vrai catch. Toi qui es au Canada, tu le sais. Donc au bout d'un moment, voilà. Et après, je pense que c'est bien. Et je pense que tu vois, des comics comme ça amènent un côté entertainment, amènent un côté aussi parce que la boxe a toujours eu ses lettres de noblesse dans le combat, surtout la boxe anglaise. Tu vois, ouais. C'est quelque chose qui, il y a un côté noble, et je pense que de les faire se battre contre un super héros, tu sais, il y a un peu un côté chevaleresque, tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant sur le plan de vue entertainment, sur le plan de vue promotion de la boxe à l'époque aussi. Parce que, voilà, mine de rien, il fallait appuyer. Effectivement, en parlant de promotion, ça va avoir son impact énorme sur un moment de boxe. D'ailleurs, j'ai mis le t-shirt. Tu vois, j'ai mis le t-shirt parce qu'on va en parler. On va en parler. Oui. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, mais ça se passe aussi à Las Vegas, si je ne m'abuse, avant. On va aller sur le sportif, si tu veux bien. Bien sûr. Parce que finalement, c'est un épisode. Le fait que ce comics ait été reporté de quelques mois a finalement un peu changé la donne sportivement. C'est-à-dire que s'il était paru en 77, comme c'était prévu, je crois que c'était prévu fin novembre 77, quelque chose comme ça, Mohamed Ali était aussi le champion en titre. Donc le comics collait parfaitement avec la vie réelle. C'est-à-dire, on parlait du champion en titre. Et à l'époque, le champion en titre, c'est le seul, l'unique. Tu sais, maintenant, la boxe est devenue complètement folle à distribuer des ceintures, à se contredire, à faire plusieurs champions. Ce qui, pour le kidam, est incompréhensible. Et je comprends. Nous-mêmes, fans de boxe, on s'arrache les cheveux. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple. C'était très clair, c'était très lisible. Et tout le monde sur la planète connaissait le champion du monde des poids lourds. Voilà, on connaissait Don King avec cette habitude de dire qu'on connaissait tout le monde connaissait 3 personnes sur la planète. C'était le pape, le président des États-Unis et le champion du monde des poids lourds. Voilà, et on était en plein là-dedans. Et le fait que ça ait reporté, en fait, il s'est passé quelque chose entre-temps. C'est-à-dire que Mohamed Ali, qui avait récupéré son titre en 74 contre George Foreman dans ce moment légendaire, j'ai envie de dire, du Rumble in the Jungle au Zaïre, contre George Foreman, il va le perdre dans un combat presque inattendu face à un boxeur qui n'a que 7 combats à l'époque, ce qui est très peu, mais qui était champion olympique. C'est Leon Spinks. Leon Spinks qui, en février 78, fait le upset, comme on dit. Fait le upset, regarde, Ali n'y est pas. Ali est sur le déclin déjà à l'époque. Spinks qui prend sa chance à fond finalement et va aller arracher une victoire complètement inattendue. C'est un des plus gros upsets de l'époque, même s'il avait eu une médaille olympique. Donc, il y a cette déconvenue inattendue et puis, presque coup à coup, il y a la sortie du comics. Tu vois ? Ouais. Et la sortie du comics, en fait, fait dire que même s'il y a une déconvenue sportive, sur le plan de l'aura, sur le plan du personnage Mohamed Ali, qui, moi, j'ai l'habitude de dire que quand on a perdu Mohamed Ali, tu sais, en 2016, en fait, on a perdu la dernière figure du XXe siècle. La dernière grande figure du XXe siècle. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'était la dernière grande figure. Je pense que ce soit vrai, oui. Et en fait, c'était déjà scellé le fait que Ali, c'était plus que le sport, c'était plus que tout. Donc, finalement, pour les lecteurs de comics qui ne suivaient pas l'actualité sportive, ils pouvaient passer à côté du fait qu'en réalité, Ali venait de perdre. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je savais que c'était pour redorer son image, qu'il y avait plusieurs raisons. Dont la raison dont je t'ai parlé, qui était plutôt politique, armée et compagnie. Mais tu vois, tu viens de m'apporter une bille de plus parce que ça, j'étais pas au courant. Tu vois, mais je sais qu'il y avait des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ça a été stoppé et que ensuite, mais c'est super intéressant. Voilà. Et donc, le comics est là aussi pour ça et en fait plutôt un signal ou plutôt un marqueur clair
de l'aura immense qu'on peut même plus vraiment conceptualiser nous maintenant d'Ali sur la société mondiale à l'époque, et le comics est vraiment cohérent par rapport à ça, parce qu'on parle du monde, on parle du monde. Ali ne va pas sauver simplement les États-Unis ou un autre pays. Il va sauver, il est là pour sauver l'humanité, tu vois. Bref, voilà. Et puis aussi, ça va hyper, parce que Ali va tout de suite enclencher sa clause de rematch. Ça va avoir lieu en septembre 78 à la Nouvelle-Orléans, le Superdome, le grand stade. Et je te montre tout de suite, pour le dernier hurrah clair et évident d'Ali, c'est-à-dire qu'Ali va récupérer une nouvelle fois son titre. Il va battre Leon Spinks, là il va le battre clairement pour devenir, et c'est historique à ce moment-là, pour devenir le champion qui devient pour la 3e fois le champion du monde des poids lourds. C'est le dernier grand hurrah de la carrière d'Ali. Ça le fait rentrer d'autant plus dans les livres des records, dans les livres d'histoire. Et le comics est vraiment là, je trouve, pour nous redonner, à nous qui sommes plutôt des historiens maintenant de cette période, nous redonner un peu l'ambiance et l'humeur de l'époque. Et c'est vraiment très, très plaisant. Ça, c'était sur le plan sportif. Je ne sais pas si toi, mon capitaine, tu veux rebondir sur ça. Non, c'est génial parce que tu vois, j'apprends des trucs aussi sur la carrière d'Ali. Tu vois, moi, tu sais, j'ai une petite apparition. J'ai fait, moi, je fais de la boxe. Enfin, j'ai fait du full contact. J'ai fait de la boxe taille. J'étais au Cario Boxing Center de Toulouse. Je sais pas si tu connais Jean Cario. Tu as peut-être entendu parler. Je connais de nom, oui. Voilà, Jean Cario, qui est un grand monsieur de la boxe ici en Occitanie, à Toulouse. D'ailleurs, bon, lui, c'était plutôt pied-point. Il est parti faire vraiment un super truc là aux États-Unis. Il est à Los Angeles. Mais en ce moment, il fait des vidéos où il s'attaque un petit peu, tu sais, au coach de self-défense. Il se moque un peu d'eux. Il est un peu taquin, Jean. Tu vois, avec l'accent toulousain, si tu vois là. D'accord. Voilà, Jean Cario, voilà. Et c'est vrai que tout ce côté technique, c'est vrai qu'ils en parlent dans le comic, justement, au moment où je te parle, le côté boxe. Mais c'est vrai que je me suis jamais positionné comme un boxeur qui lirait le comics. Ça devrait être intéressant parce qu'effectivement, il pourrait y avoir, toi qui tu connais l'histoire, moi, tu vois, je suis plus dans l'historique de Superman et toi dans l'historique de la boxe. Je trouve que ce petit podcast est vraiment intéressant. Ah ouais, non. Le bichonner. Enfin, bien le garder parce qu'effectivement, on a deux regards différents sur une œuvre. Et c'est vrai que le côté boxe, tu vois, le côté histoire, moi, ça me passionne. Là, je t'écoute des heures. Hein, merci, c'est gentil. Non, je kiffe ça puisque ça me donne une dimension supplémentaire à la lecture du truc. Tu vois, et moi, c'est ce que je me plains un peu dans dans ce qui arrive aujourd'hui, par exemple avec les films basés sur des comics ou les films de super-héros ou ce genre de choses-là, les gens font pas leur devoir dans le sens où il y a un manque de culture un peu plus profonde qui fait que quand tu lis le truc, tu n'as pas vraiment le même regard. Là, tu vois ce que tu viens de me dire, ça a donné une dimension supérieure pour moi à ma lecture. Parce que tout ce côté historique de la boxe, le fait qu'il ait été bloqué et tout ça, tu vois, ça donne une dimension supplémentaire. C'est super intéressant. Et je pense aussi, mon capitaine, que dans les librairies américaines, mais je te dirais même dans les grocery stores, les supermarchés américains, en fait, parce que les comics étaient vendus au supermarché à l'époque, voilà, il y avait partout. Et donc, les numéros, dis-moi si je me trompe, mais les numéros pouvaient rester longtemps en kiosque. Oui, bien évidemment. Surtout que, je sais pas si tu te souviens, il y avait la série Arnold et Willy, justement, où Mohamed Ali, il allait fait une souvent, apparition, tout à fait. Il fait des apparitions et tout. Puis, je me rappellerai toujours de cet épisode où, justement, Arnold vole un comics. Bon, c'était un comics de Spider-Man, ça n'a rien à voir. Mais il y avait toujours ce truc Arnold s'habillait souvent en Superman, tu vois. Et je me rappelle d'une fois où il est habillé en Superman et il y a Mohamed Ali qui arrive dans sa chambre. Alors, il faut voir la version en VO parce qu'en VF, ça n'a pas été traduit comme ça. Et quand Arnold voit arriver Mohamed Ali, il lui dit « Oh, le champion de champ », tu vois. Il fait « Ouais, c'est moi le champ ». Et puis il regarde son pyjama, il fait « Lui, je l'ai battu ».
Et c'est en référence aux comics. Voilà, exactement. Exactement. Qu'on ne peut pas comprendre, effectivement, voilà. La traduction, faites attention, la traduction, parfois, vous perdez énormément. Et ça, c'est une référence. Voilà, et c'est une référence claire. C'est une référence claire aux comics qui donc, preuve supplémentaire, merci Captain, preuve supplémentaire qu'il avait impacté la culture pop très fortement. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce numéro de comics spécial était, je pense, très certainement était resté longtemps en kiosque, ce qui fait que ce numéro de Sport Illustrated, qui est la Bible du sport, tu sais, Sport Illustrated, à ce moment-là, il n'y a pas Internet, tout ça, et donc c'est le vecteur essentiel pour tout ce qui est écriture de sport. Enfin, c'est une dimension qu'on ne comprend plus aussi aujourd'hui. Donc, tu pouvais avoir ce numéro-là, tu vois, de l'après-combat, The Champ Again, à côté du comics. Et là, moi, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de photos, tu sais, des années 70 sur ça, parce que ça représente tout de ce que Ali, à ce moment-là, en septembre 78, vis-à-vis du monde. Et c'est énorme. Oui, le gars est champion du monde, il décroche un truc, voilà, il rentre carrément dans le Hall of Fame du sport, et en plus il se tape Superman derrière, donc là il vit sa plus belle vie, là. Il a l'apogée. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as la photo, si tu l'avais vue, il y a une superbe photo, peut-être tu pourras la rajouter après, mais il y a une superbe photo de Don King qui amène le comics à Mohamed Ali. Elle est en noir et blanc. Non, je la connais pas cette photo. Elle est magnifique, hein, mais j'aurais su, je te l'aurais amené. Et cette photo, elle est magnifique parce que effectivement, on voit bien, tu vois, tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, le côté promoteur. Et en plus, regarde, hein, on a une belle pub maintenant. Bon truc là, tu vois, on a un bon délire. Et puis je me suis rendu compte en voyant le comics dans les mains de Mohamed Ali que le comics a toujours été grand format. Parce que c'est vrai que la taille du comics, c'est du 17 cm sur du 26 cm. Tu vois, c'est un comic, c'est pas très grand. Ça serait ça à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Une dimension comme ça. Voilà, une petite dimension, exactement. Tiens, c'est Chevalier Masque. Je regardais Masque quand j'étais petit. Moi aussi, bah oui. On se comprend. Voilà. Et si tu veux, bah là, je vais vous le montrer. Le comics. Alors là, c'est une version collector. Version de luxe, ouais. La version de luxe avec vernis sélectif, les étoiles américaines, le Superman derrière. Vous avez pareil en vernis sélectif. Vous avez, j'ai mis mes doigts dessus, désolé, il y a des taches maintenant. Mais voilà, vous avez Mohamed Ali, Superman, et puis à l'intérieur vous avez le petit bijou. Et ça, voilà. Donc là, vous l'avez là. Donc là, ici, on a une couverture papier, mais en dessous, c'est cartonné. Hein, donc vous avez la fameuse couverture qu'on vous a montrée avec tous les personnages. Vous pouvez vous amuser à reconnaître les personnages. Dans le collet, alors vous voyez déjà la dimension du comics. Moi, il ne rentre pas dans ma bibliothèque du coup. Hein, donc je l'ai posé sur une table avec. Il tient sur une espèce de pose livre là, un truc pour les livres. Donc à l'intérieur, vous avez le programme du match. Donc, comme si vous étiez allé au match, d'accord ? Voilà le programme, comme on peut trouver dans des soirées box, avec voilà, vous avez le programme avec effectivement le plan du stade, hein, parce que bien sûr, hein, voilà, il faut savoir où vous allez vous asseoir. En plus de ça, parce qu'il y en a partout, bien évidemment, vous avez le ticket du match. Oh là là. Ça c'est les petits goodies. Là, c'était voilà, le ticket. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a les petits pointillés là pour crac, les déchirer. Je ne les déchirerai pas, rêvez pas. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment. Et puis après, vous avez l'affiche. Hop, le poster. Voilà, l'affiche du combat. Il mérite son cadre. Hein. Ah ouais, là, il mérite son cadre. De toute façon, il va finir dans un cadre. Et donc voilà, donc ça, c'est une version collector. Et elle est en français. Okay, donc si tu veux, c'est Atlantic Prestige qui a sorti ça. Et bon, à l'époque, je crois qu'il en restait 2 ou 3. Bon, peut-être si je te retrouve le lien, je te l'enverrai si tu veux. Ouais. Si tu veux, moi, je me le fais livrer ici, je te l'envoie s'ils ne font pas des livraisons au Canada. Et voilà, donc c'est atlanticbd.fr. Bon, on leur passe un coucou si jamais ils regardent l'émission. Je pense que c'est une émission spécialement pour eux. Hein. Voilà, Atlantic, là, mais franchement, c'est un bijou, puis surtout la taille.
Tu vois, on est plus grand que du franco-belge, là. On est vraiment oui, oui. grand. Tu vois, c'est et la qualité des dessins, voilà quoi. On est vraiment sur Superman pop culture. Celui-là, voilà. On est, ouais, vous voyez Mohamed Ali, Superman dans un vaisseau spatial. Enfin, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Et voilà. Donc, comme je te disais, cette dimension alien, si tu veux, galactique un petit peu. C'est intéressant parce que elle n'est pas souvent elle n'est pas souvent reconnue par le fan gneu de Superman qui lui le préfère le voir sauver des chats dans des arbres. Mais cette dimension ambassadeur de la Terre, oui. Je dézingue des Brainiac, je dézingue des Darkseid et tout ça. Non, il a encore son image de scout, hein, du sauveur de la veuve et de l'orphelin. Mais là, c'est vraiment intéressant. J'ai toujours aimé Superman 4 pour le côté, tu sais, je vais à l'ONU, je parle. Tu vois, c'est comme dans Batman contre Superman, il arrive au Congrès pour parler. Tu vois, c'est OK, je suis parmi vous, je viens d'ailleurs, mais je viens de discuter dans les grandes institutions avec vous. Mais ça donne toute sa dimension. Tu vois, et le fait qu'on lui mette un champion comme Mohamed Ali en face, ça prouve aussi que, voilà, je pense que les deux ont gagné. Même Superman a gagné en popularité et en buzz grâce à ce comics, même s'il était dans sa meilleure époque là. Hein. Mais ça a dû élever à un moment donné. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ce comics a totalement disparu. Ouais. Mais, je pense que les rééditions, tout ça font que maintenant c'est devenu une pièce. Mais c'est une pièce de collection vraiment très prisée maintenant, très prisée, et par les amateurs de boxe aussi, comme moi par exemple, qui ont même pas eu un attrait pour le comics, qui veulent avoir cette pièce parce qu'ils sont très collectionneurs effectivement. Oui, je pense que de toute façon c'est là, tu vois, je suis en train de regarder parce que moi ça c'est un réflexe. C'est un réflexe d'archiviste et un réflexe voilà, de collecteur de Superman. Mais je regardais la version qui était là à l'écran et c'est une All New Collector Edition. Donc, c'est même pas les versions de 2009. Hein. C'est encore les vieilles versions que tu as. De toute façon, tu as le vieux logo DC Comics, c'est comme ça que tu Exactement. Le vieux logo avec les étoiles et le prix, $2,50. Qui était un prix assez cher pour au moment des faits. Oui, parce que c'était quali, quoi. C'était un gros truc. C'était un gros comics. Parce que les petits comics, c'était à 70 cents. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui explique aussi pourquoi Dimension c'est différente, pourquoi c'était vraiment. Déjà à l'époque, dans sa première édition, c'est. Comment dire, on veut mettre l'accent sur le prestige de l'objet. Le prestige du moment en termes pop culturels. Voilà. Et là, je voulais rebondir aussi sur l'analyse, parce que les comics sont intrinsèquement liés à l'esprit de l'époque, à la politique de l'époque, et sur le regard, si l'on peut dire, le regard politique que l'on a. Je connais ton regard sur celui-là, qui est totalement juste. Et moi, je trouvais par contre que ce comics venait à un moment de l'histoire du Greatest, à un moment de l'histoire américaine aussi, qui pour moi était beaucoup plus synonyme d'apaisement. C'est-à-dire que Ali, l'activiste, Ali, le rebelle, Ali qui ne se soumet en rien, eh bien, c'est le Ali de la fin des années 60, c'est-à-dire de 67 à 70, là où il devient objecteur de conscience, on lui retire sa licence de boxer, voilà, on connaît l'histoire. Et finalement, les années 70 sont en train déjà de disparaître, quoi. On est à la fin des années 70, et le temps a fait que Ali est resté lui-même dans son discours, etc., mais que comment dirais-je, la tension est retombée. Oui, mais c'est là que je te rejoins, parce que tu as fait le temps de l'amener de cette manière, c'est que la manière dont je l'amène... La tension est retombée, et le fait que Ali, représentant de l'humanité, tu sais, il n'est plus la figure divisive, il n'est plus la figure qui divise, mais la figure qui réunit,
Le comics est venu voilà. arrêter cette période de son image. En fait, Voilà. c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que dans la conscience collective des gens, ben voilà, c'était l'objecteur de conscience, c'était le voilà, et que là, justement, le comics vient mettre un petit peu fin à cette... Parce que même si ça s'est passé avant, les gens, tu sais comment fonctionne l'inconscient collectif. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils t'ont mis un marqueur dessus, c'est fini. Et si tu veux, effectivement... Le comics arrache l'étiquette des films. Exactement. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin où justement ça s'apaise, où le temps fait son œuvre, et justement le comics arrive comme le dernier coup d'éponge sur l'image. Et là, c'est vrai que même après, hein, même dans sa vieillesse, même dans sa partie Parkinson et tout ça, les gens avaient un regard attendri, bon déjà par rapport à la maladie, mais ils avaient un regard apaisé par rapport à lui. Ils ne retenaient plus que le champion. Hein, tout le côté black muslim, tout le côté objecteur de conscience, tout le côté rebelle avait disparu. Et je pense que je vais pas dire c'est le comics qui a fait ça, mais le comics il a contribué. Moi, je pense c'est partie de la période. Tu as tout à fait raison. Il faut pas mettre le comics trop haut, mais il faut pas le mettre trop bas non plus. Je pense qu'il a contribué à ce phénomène d'acceptation d'Ali en tant que ce qu'on appelle souvent de façon c'est tellement répété que ça n'a plus de sens, mais à ce moment-là, ça a vraiment du sens, de people champ. Oui, le champion du peuple, mais du peuple dans sa totalité. Ouais. Même tu as raison. Je pense que le comics arrive. Alors, ils n'avaient pas toutes les ficelles de la communication à l'époque qu'on peut avoir aujourd'hui, mais déjà, c'était un bon coup. Justement de com pour venir surfer sur cette sérénité qui arrivait sur lui, et je pense que oui, que tu l'as dit, ça a fortement contribué. On peut pas attribuer au seul comics. Je pense que lui aussi il a mis de l'eau dans son vin, hein. Il a mûri, il a grandi, puis je pense que ce qu'il a vécu là, ce que tu viens de me raconter aujourd'hui, ça a dû lui faire prendre la maturité qu'un petit gars comme ça qui sort de nulle part, qui a été champion olympique, pouvait lui prendre sa ceinture. Bon, il a récupéré derrière, mais tu vois, tu grandis de ces épreuves-là. Et je pense que, voilà, à un moment donné, lui a grandi, le peuple américain a commencé à lâcher la bride sur lui. Et puis, rien de tel que d'aller se battre avec Superman dans l'espace pour sauver le monde. Et puis, c'était bien senti en termes de Ali représentant du peuple, parce qu'en fait, il avait ça en lui. Et ce qui explique son activisme politique, ce qui explique ses positions, mais, à son après-carrière dans les années 80, n'oublions pas aussi qu'il a contribué à libérer des otages au Moyen-Orient, tout ça. Donc il avait ce côté-là, diplomate de l'extrême et tout ça, qui finalement est traduit dans le comics bien avant qu'il le soit. Mais comme je te dis, ils n'ont pas trahi le personnage. Exactement. On a vraiment l'essence de Ali. Et surtout, généralement, quand il faisait des comics comme ça, par exemple, dans le comics Superman versus Spider-Man, Superman a été un peu édulcoré pour que Spider-Man ne semble pas un peu trop faible devant lui, parce que bon, il n'y a pas de photo entre une araignée radioactive et un kryptonien, bon, t'as compris. Mais là, il n'y a pas d'édulcoration de Superman. On a le Superman à son full power, même s'il va sur une planète, ils vont dans un endroit où il y a un soleil rouge, on a quand même le grand Superman avec tous les attributs. Donc, c'est bien aussi parce qu'ils n'ont ni trahi ni Mohamed Ali, ni Superman. Le Superman, tout à fait. Et c'est en cela que c'est une pièce vraiment, que vous soyez amateur de boxe et que vous soyez un grand lecteur de comics, c'est une pièce finalement que vous devez ou d'avoir lu parce que c'est beaucoup. Est-ce que tu dirais que c'est un moment, parmi tant d'autres, hein, parmi vraiment... il y en a pléthore, mais est-ce que ça fait quand même partie de ces moments, de ces petites pierres angulaires de la culture comics? Alors, moi, je te parle par rapport, parce que moi, mes références, elles sont américaines. Bien sûr. Tu vas aller dire ça à un libraire du coin de la rue Rivoli à Paris. On se comprend. Il va te dire, ouais, bof, non. Tu vois, bon. Non, parce qu'il connaît que dalle, c'est un casu. Moi, je te parle des mecs qui connaissent. Tu vois. Ouais, voilà. Donc, moi, je te parle des archivistes, des gars qui sont sur Superman Homepage, des vieux de la vieille, des Scott, voilà. Et si tu veux,
pour eux, ça fait partie des petits, tu sais, c'est les petits bonbons, comme on les appelle, candy, tu vois, c'est le petit bonbon qui a sa place. Alors, comme on l'a dit, si tu veux, c'est devenu très très vite un collector, c'est devenu quelque chose, une pièce rare. Donc je pense aussi que ça biaise un petit peu le regard qu'on a sur l'œuvre. Donc il faut savoir garder de la distance. Mais pour les grands collectionneurs et pour les amoureux de Superman, je te parle des vrais, hein, les gars qui collectionnent du comics et tout. Déjà en tant que collectionneur, c'est la pièce à avoir dans ton truc. Si tu l'as pas, il y a un problème. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a un côté affectif parce que les gens qui ont ce regard et qui ont ce niveau, si tu veux, de connaissance sur Superman, c'est des gens de notre génération, enfin de ma génération du moins, hein, des fins des années 70. Et donc, comme c'est un marqueur aussi de l'histoire de la pop culture américaine, ben forcément, quand tu leur parles de ça, il y a le côté nostalgique qui rentre en jeu, il y a le côté de la rareté du produit, il y a du côté de l'histoire, il y a le seul truc qui va faire un peu grincer les fans de Superman, c'est qu'il prend une volée par Mohamed Ali. Ça, c'est un problème avec les fans de Superman. Ils n'acceptent jamais que Superman, des fois, à un moment donné, il en mange une parce que voilà, Superman il est almighty, tu vois, il est tout puissant, tu vois, donc mais je trouve que c'est bien, ça justement ça a donné un côté de Superman aussi un peu plus smart, un peu plus Batman. Je vais me déguiser pour aller faire une enquête. Donc moi je kiffe aussi qu'ils aient fait ça et ça ramène un peu les choses sur terre. Donc oui, je vais te répondre que pour eux, pour le vrai connaisseur vraiment hardcore, c'est un bonbon. C'est comme ça qu'on va l'appeler, le truc. C'est Superman contre Mohamed Ali, c'est un bonbon du comics. C'est vraiment ça que c'est. Et donc voilà, après, il y en a qui vont pinailler sur le scénario, il y en a qui vont pinailler sur les dessins, j'ai du mal. Hein. Enfin, les dessins sont vraiment bons. Franchement, Dennis O'Neil et Neil Adams, surtout Neil Adams qui dessine, franchement, ils ont cartonné, quoi. Puis c'est coloré, puis c'est agréable à lire. Tu vois, il y a des comics, genre tu regardes Crisis on Infinite Earth, quand tu te tapes tout le truc, et en plus ça change de dessinateur, des fois tu as des dessins, c'est hardcore à regarder, l'histoire est belle, mais c'est dur à lire à cause du dessin. Là non, là c'est agréable, c'est pop. Tu vois, c'est pop Superman. Donc oui, je répondrais que oui, effectivement, c'est un bonbon. Voilà, c'est le mot que je donnerais niveau comics, c'est un bonbon. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a rempli le contrat parce que je crois que c'est un bonbon que beaucoup de gens maintenant vont avoir envie de déguster. Moi, le premier d'ailleurs, hein, j'ai d'autant plus envie de l'acquérir avec notre discussion. C'était vraiment un plaisir. Tu sais, l'avantage, là, je terminerai là-dessus, c'est que généralement, quand les gens faisaient des comics de ce style, ils demandaient soit des dessinateurs indépendants ou des gens qui avaient jamais dessiné Superman. Là, on est sur Neil Adams, qui a fait beaucoup de Batman, qui a fait beaucoup de Superman. Il y a l'expérience. Il y a l'expérience. Et des fois, je sais pas si tu te rappelles, quand on était petit, il y avait des bandes dessinées de Goldorak ou Albator dessinées par des Européens. Et tu voyais que c'était un truc justement pour la caisse du supermarché. Voilà. C'était pas vraiment un comics. Tu vois, eh bien, on n'a pas ça. Là, on a vraiment un truc quali, tu vois, avec des vrais scénaristes de comics, des vrais dessinateurs de comics, vraiment qui sont des gens aguerris. On n'a pas un gars qui essaie de dessiner Superman, tu vois. Donc ça, c'est assez appréciable aussi. Voilà, je voulais pas oublier. Exact. T'as bien fait de le dire. Bah écoute, c'était en tout cas ce qui était agréable, c'était aussi la conversation. Je suis vraiment tellement ravi qu'on ait pu discuter ensemble, Captain. Je répète encore, Captain Morpheus que vous connaissez, si vous aimez aussi notre ami John Ali qui est souvent sur la page, bien sûr. Captain Johnny. Et voilà, vous collaborez aussi ensemble. Voilà, sur Geekology, vous avez une communauté. Enfin, tu as réussi à créer une communauté vraiment extrêmement pertinente, si je peux le dire, dans votre domaine. Voilà, et t'as un pro aussi, t'es très généreux, t'as un pro des lives, tout en générosité, je vous conseille énormément. Le lien sera évidemment dans la description de cette vidéo, le lien de ta page, et le lien sera aussi dans le titre de cette vidéo. Donc allez vraiment vous jeter un œil et vous abonner. Captain, merci encore d'avoir embarqué dans le vaisseau. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Je pense que
ça n'en est pas fini. On trouvera un autre sujet dans le Oui, on futur aura des pour se sujets. retrouver. Il y a Tout à pas de fait, tout à problème. fait. Et on t'invitera sur, moi je t'inviterai sur Geekology dans un live des Vengeurs. Tu es Ah, le bah, ça, bienvenu. avec Tu fais plaisir. partie de la famille, Captain. Ah, merci, merci toi aussi. Bah, écoute, laisse-moi te souhaiter à toi et ta famille de bonnes fêtes de fin d'année, Pareillement beaucoup de pour succès toi. pour Geekology et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Merci mon capitaine et à vous mes pirates, on se retrouve bientôt. Ciao!